Et nous sommes ce soir avec Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'université Paris 2, Panthéon-Assas. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi en direct des États-Unis avec Richard Verly, envoyé spécial du média suisse Blick en partenariat avec TV5 Monde. Richard, je vois que vous avez mis votre plus belle casquette pour ce grand angle politique, casquette Donald Trump. Vous êtes en direct de Palm Beach. Vous avez donc vécu cette présidentielle américaine. Vous avez été Trumpisé, vous aussi Voilà, si l'on peut dire en tout cas, eh bien vous voyez ce qu'il y a marqué sur la casquette. Trump was right about everything. Trump avait raison sur tout. C'est à peu près ce que pensent les gens ici, il faut bien le dire. Il y a eu un grand basculement de l'opinion. Allez, je l'enlève là maintenant. Il y a eu un grand basculement. Vous remettez votre casquette de journaliste. Voilà, c'est-à-dire que même ceux qui étaient extrêmement dubitatifs envers Donald Trump, eh bien, ils reconnaissent leur défaite. Ils reconnaissent que Donald Trump a tout gagné, et c'est vrai, puisque les républicains vont désormais contrôler à la fois le Sénat et la Chambre des représentants, plus bien sûr la présidence avec l'élection de Donald Trump. Donc c'est le grand chelem. Et ce grand chelem, aux États-Unis, on le respecte. On estime que maintenant, c'est Trump qui a la responsabilité de mener le pays, et il le fera en partie depuis ici, depuis Palm Beach en Floride, puisque déjà son golfe de Mar-a-Lago, qui est à quelques kilomètres, a récupéré son surnom de l'époque où Trump était président, le Winter White House, la Maison Blanche de l'hiver, puisqu'on sait que dès qu'il commence à faire froid à Washington, Donald Trump, il aime venir ici pour être au chaud et pour jouer au golf. Alors cette victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine, elle a évidemment fait réagir la classe politique française, à commencer par le président français Emmanuel Macron qui s'est vraiment empressé de féliciter Donald Trump sur X. Voici ce qu'il a écrit. Félicitations président Donald Trump, prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition pour plus de paix et de prospérité. Comment s'annonce le retour de ce duo Trump-Macron sur la scène internationale, Benjamin ? C'est pas tout à fait si évident, tout bêtement, parce qu'aujourd'hui, il y a une très très forte dissymétrie. Alors, il y a toujours une dissymétrie parce qu'évidemment, la France, c'est pas les États-Unis, mais on a un Emmanuel Macron qui est très affaibli d'un point de vue intérieur. Il faut voir que sa situation politique aujourd'hui le conduit à avoir des leviers du point de vue de la politique étrangère qui sont très limités, étant donné que celui qui tient le gouvernement, c'est Michel Barnier, et que donc, il est aujourd'hui cantonné a essentiellement un rôle de représentation. L'autre élément, c'est que Emmanuel Macron apparaît plus fragilisé que jamais également au niveau européen. L'idée qui pourrait être la sienne et qu'il développe aujourd'hui, vous voyez notamment son discours à Budapest, d'être une sorte de moteur de la construction européenne et du dialogue que l'Europe pourrait avoir avec les États-Unis, avec la Chine, etc., au nom d'une indépendance stratégique. Tout ça est évidemment extrêmement obéré parce qu'on a d'autres pays très faibles autour de nous. L'Allemagne va rentrer probablement en période électorale incessamment, et de l'autre côté, l'Europe est extrêmement divisée, y compris face à Donald Trump. Donc les relations n'étaient peut-être pas au beau fixe quand Donald Trump a quitté le pouvoir et qu'Emmanuel Macron est passé ensuite à Joe Biden. Aujourd'hui, il est qui plus est très très affaibli. Effectivement, le rapport de force a peut-être changé entre les deux hommes. On va écouter justement le président français Emmanuel Macron. C'était jeudi à Budapest. Il a plaidé, vous l'évoquiez Benjamin, pour une Europe plus forte. Il estime que l'Europe ne doit pas reléguer sa sécurité aux États-Unis. On l'écoute. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens ? Je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine et aux États-Unis d'Amérique. Pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Voilà, les propos d'Emmanuel Macron. Richard Verly, est-ce que vous partagez l'analyse de Benjamin Morel, un Emmanuel Macron qui essaye aujourd'hui peut-être de profiter de la victoire de Donald Trump pour essayer de reprendre du souffle sur la scène internationale ou en tout cas européenne ? Reprendre du souffle, ça va être très compliqué. Benjamin l'a bien dit, il manque pour Emmanuel Macron les leviers qui sont ceux de la politique intérieure, puisqu'il a été battu, et c'est Michel Barnier, le Premier ministre, ça a été très bien dit. Alors il lui reste une carte, c'est cette carte qu'il tente de jouer, et avec Donald Trump, ça peut toujours un peu marcher. C'est la carte des relations personnelles, c'est la carte du deal. Vous savez que c'est le mot-clé pour Donald Trump. Il veut des accords, il veut faire des deals, et des deals qui rapportent à l'Amérique. Donc est-ce qu'Emmanuel Macron et les Européens qu'il réussira à embarquer, parce que c'est ça toute la question, peuvent proposer
à Donald Trump un deal intéressant. Pour l'instant, très franchement, on ne voit pas tellement. On a plutôt l'impression que c'est Donald Trump qui a toutes les cartes en main. Il les a sur l'Ukraine et il est probable qu'il fera une initiative avant même d'être investi le 20 janvier 2025. Il les a sur le dossier du Proche-Orient. Évidemment, on le sait, c'est les États-Unis qui ont le principal levier. Donc, où est-ce que les Européens et Emmanuel Macron en particulier peuvent proposer un deal intéressant à Trump? Ça reste à voir. En tout cas, les relations personnelles, Trump est assez bon là-dedans et jusqu'à maintenant, il ne s'est jamais laissé impressionner par Emmanuel Macron. Alors, côté Rassemblement national, dans l'opposition, Marine Le Pen et ses troupes se sont montrées assez sobres, assez prudentes, on peut le dire, dans la façon de faire. Alors, évidemment, ils ont félicité Donald Trump pour leur victoire, mais voilà, on voit quand même que le Rassemblement national affiche une certaine sobriété, alors que le Rassemblement national avait quand même clairement soutenu Trump en 2016, puis en 2020, lorsqu'il a perdu l'élection. Comment est-ce que vous analysez, vous, Benjamin Morel, cette sobriété ? Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'évidemment, le RN se veut encore en phase de normalisation, de modération, et que donc, ce faisant, Donald Trump a une image très radicale, notamment du point de vue de la communication, mais même du fond, par rapport à l'opinion française, y compris sur les sujets sociétaux. Donc, pour cette raison-là, eh bien, Marine Le Pen a besoin de se modérer. Et la meilleure façon de se modérer, c'est d'expliquer que Donald Trump est à sa droite, que Donald Trump, au pouvoir aux États-Unis, eh bien, apparaît beaucoup plus radical qu'elle, ce qui montre qu'au fond, eh bien, elle serait, elle, très normale dans le monde. De l'autre côté, eh bien, l'arrivée de Trump au pouvoir va avoir des effets collatéraux sur l'Europe et particulièrement sur la France. On commence déjà à discuter eh bien, de l'impact sur la production viticole, sur le cognac, etc. Donc, si jamais vous êtes Marine Le Pen et que vous visez demain à l'Élysée, l'idée d'être trop enthousiaste vis-à-vis d'une présidence qui probablement va coûter à l'économie française n'est évidemment pas tout à fait quelque chose qui est entendable. En revanche, ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui l'image de Donald Trump est tellement mauvaise en France qu'elle pourrait abîmer en quelque sorte la normalisation du Rassemblement national ? On a des enquêtes qui montrent en effet que même dans l'électorat RN, Donald Trump n'a pas une bonne image aujourd'hui. Donc, s'attacher à Donald Trump est compliqué. En revanche, quand vous regardez avec qui le Rassemblement national siège au Parlement européen, notamment aujourd'hui avec le Fidesz de Viktor Orban apparaît comme étant le meilleur allié sur le continent de Donald Trump. Donc, c'est pas tout à fait évident. Évidemment qu'il y a du côté du RN des raisons de se réjouir, mais il ne faut pas trop le montrer. Il y a quand même des thèmes de prédilection que le Rassemblement national, je me tourne vers vous, Richard Verly, que le Rassemblement national et Donald Trump ont en commun. Je pense par exemple à la lutte contre l'immigration, le protectionnisme économique. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a ces thèmes en commun. Le rejet des migrants, et là, de ce point de vue-là, Donald Trump va beaucoup plus loin que le Rassemblement national d'aujourd'hui, puisque Donald Trump propose, et on verra s'il le fait, il a même dit qu'il le ferait dès le jour 1, de créer des centres de rétention énormes pour les migrants clandestins aux États-Unis et éventuellement de mobiliser l'armée pour les renvoyer dans leur pays d'origine. Pour l'instant, le RN n'a pas dit ce genre de choses. Ensuite, vous avez raison, le protectionnisme, c'est une vieille revendication du Rassemblement national qui, comme on le sait, est anti-libre-échange, anti-mondialisation, anti-Union européenne et grand marché. Par contre, il y a une énorme différence, et je mets énorme en majuscule, c'est l'économie. Donald Trump, c'est un libéral pur jus et Elon Musk, c'est un libertarien assumé. La première chose qu'ils veulent faire, c'est littéralement amputer l'État fédéral d'environ 2000 milliards de dollars, c'est-à-dire un tiers de ses dépenses d'aujourd'hui. Donc vous imaginez que Marine Le Pen à côté, elle est étatiste, elle a un programme très social, alors que le social chez Donald Trump, ça n'existe pas. Tout, je le répète, pour Donald Trump, doit rapporter de l'argent et de l'argent aux États-Unis et aux Américains. Alors l'actualité politique en France cette semaine, c'est aussi la lutte contre le narcotrafic. Le ministre de l'Intérieur et son homologue de la Justice ont annoncé vendredi de nombreuses mesures pour lutter contre le trafic de drogue dans l'Hexagone. On écoute tout de suite le ministre de l'Intérieur. On a besoin, quand on engage un combat de cette sorte-là, qu'on gagnera bien sûr, d'unité nationale. Combat national, cause nationale, unité nationale. Et je suis très heureux, moi, qu'il y ait un texte de loi qui soit porté par la droite et par la gauche. Et je suis certain, le Sénat c'est un peu plus facile, il y a une majorité. À l'Assemblée il n'y en a pas, mais je suis certain qu'à l'Assemblée, ce texte de loi trouvera aussi une très large majorité. Benjamin Morel, qu'est-ce que vous retenez de ces annonces? On est sur un plan aujourd'hui tout répressif? Oui, on est clairement dans un plan qui est plus un plan Retailleau que Migaud. Et ça s'entend, c'est-à-dire que pour une raison simple,
vous n'avez pas de troupes derrière Didier Migaud, alors que derrière, Bruno Retailleau, eh bien, il emmène la droite sénatoriale, ce dont a besoin Michel Barnier. Par ailleurs, eh ben, on a quand même un vrai changement de paradigme. Quelle a été la politique en matière de lutte contre le narcotrafic ces dernières années? C'était une politique très symptomatique et il s'agissait également de faire beaucoup de communication. On démantelait un point de deal et une fois qu'on avait démantelé ce point de deal, on disait regardez, on a démantelé le point de deal qui se reformait juste à côté ou au même endroit, mais quelques jours après. Là, on a une politique qui est issue des travaux sénatoriaux, notamment d'une commission d'enquête, qui est une politique beaucoup plus de fond, avec à la fois la question de la consommation, la question de la justice, etc. Donc c'est une vraie volonté d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là, avec un risque, c'est que le gouvernement aujourd'hui est en sursis et que avancer sur de tels sujets va être compliqué au vu de l'absence de majorité et d'un tic-tac avant un potentiel renversement de Michel Barnier qui peut arriver incessamment avec un budget qui se passe mal. Un dernier mot, Richard Verly, il nous reste une trentaine de secondes. La France est-elle vraiment, selon vous, en voie de mexicanisation, comme l'affirmait il y a quelques jours Bruno Retailleau, sur cette question justement du narcotrafic ? Écoutez, je ne pense pas qu'on peut dire ça pour une raison particulière. Certes, il y a beaucoup d'affrontements très violents, mais pour l'instant, la circulation d'armes, puisque ce serait ça la mexicanisation, le fait que des armes à feu prolifèrent en France, on n'en est quand même pas au niveau des États-Unis, par exemple. Donc il y a encore, je dirais, la possibilité pour l'État de dominer, de surmonter cet écueil du narcotrafic, mais la grande difficulté, il y en a deux. Vu des États-Unis en particulier, c'est très clair. La première difficulté, c'est l'argent de la drogue. Rappelez-vous, c'était une vieille idée de Nicolas Sarkozy, c'était de s'en prendre à l'argent des dealers et des trafiquants. On voit qu'on a beaucoup de peine à y arriver, notamment on pense aux lois anti-mafia en Italie où on peut séquestrer les biens des trafiquants. Et le deuxième élément, c'est tout ce qui touche à la justice, parce qu'évidemment, si vous relâchez les trafiquants au bout de quelques semaines, parce que les actes qu'ils ont commis ne sont pas si répréhensibles au regard de la loi, eh bien vous avez un problème, ça ne marche pas. Donc là, je dirais, si la justice, à la fois fiscale d'une part, si la capacité de répression fiscale et la capacité de répression judiciaire ne va pas ensemble, on risque d'avoir de sacrés problèmes. Merci beaucoup Richard Verly et Benjamin Morel. Merci d'avoir répondu à nos questions et à bientôt sur le plateau du 64.